Très bien, merci beaucoup des invitations. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je remercie aussi les organisateurs et les financeurs pour permettre à ces travaux d'exister. Et je vais vous donner quelques éléments, quelques considérations, quelques réflexions au sujet de la communication sur les connaissances sur le changement climatique. Alors, effectivement, je vais commencer directement par un exercice en fait, international de communication sur le changement climatique qui a commencé il y a plus de 30 ans, qui s'appelle le GIEC. Et du coup, j'ai écrit en toutes lettres ce que c'était et de quoi ça dépend. Parce que je ne suis pas sûr en fait, que ce soit si clair que ça, malgré le nombre de têtes familières que je vois dans l'Assemblée. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore, et puis même parmi ceux qui croient savoir, peut-être parfois, on a quelques idées préconçues. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et donc les membres du GIEC, c'est des États. Voilà, quand quelqu'un se prétend membre du GIEC, en fait, il l'est forcément parce que son État est probablement membre du GIEC, mais à titre personnel, il n'y a pas de membre du GIEC. Et le GIEC est mandaté par les États, membres des Nations Unies en particulier, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et sous l'égide de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique pour produire des rapports qui synthétisent l'état des connaissances sur l'évolution du climat, passé, futur, ses impacts et les approches possibles pour limiter les impacts et les risques à venir. Voilà, ça c'est le mandat du GIEC. Et quand on a compris ça, on voit tout de suite que le GIEC ne fait pas de préconisation. Quand on dit le GIEC préconise, en fait, c'est un problème d'interprétation. Le GIEC ne préconise rien du tout. Le GIEC fournit des éléments et synthétise des connaissances existantes. On ne produit pas de recherche quand on est au GIEC. On synthétise des informations existantes sur ces questions-là. Et tout à l'heure, Henri a déjà parlé de questions de risque climatique, la façon dont on communique sur le risque climatique. Le risque climatique, comme tous les risques, c'est le croisement entre un enjeu, un aléa physique, c'est-à-dire des propriétés, des conditions météorologiques, l'état de l'océan, l'état des glaciers, etc. Ça, c'est des variations physiques à la surface terrestre, et qui se croisent avec une vulnérabilité et une exposition, c'est-à-dire quand on parle d'un écosystème, de la faune, de la flore, quand on parle de population humaine, quand on parle de secteur économique. Ces secteurs économiques, ils opèrent à un certain endroit et selon certaines sensibilités aux conditions météorologiques. Et donc le changement climatique, le risque qui fait peser sur ces secteurs ou sur ces écosystèmes, il résulte de la combinaison d'un aléa ou d'une modification d'un aléa. Par exemple, s'il y a plus de canicule, c'est qu'il fait de plus en plus chaud plus souvent. Donc ça, c'est une modification de l'aléa. Mais la canicule en soi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les conséquences sur les populations, sanitaires, écosystèmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette façon de raisonner, cette façon de présenter les choses et de structurer la pensée et la façon dont on synthétise l'information, c'est au cœur de la démarche du GIEC depuis maintenant quelques années. Et le travail du GIEC s'organise selon 3 groupes de travail, c'est ce qui est aussi pas forcément connu de tout le monde. Il y a un groupe qui traite des bases physiques de l'évolution du climat. Le groupe 2 qui traite de l'impact. En fait, le groupe 1 il s'occupe que de l'aléa, il s'occupe que de la partie de gauche. Le groupe 2 il s'occupe des impacts de l'adaptation et de la vulnérabilité, donc tout ce qui concerne les traductions pour les sociétés humaines, pour les écosystèmes des changements climatiques. Et le groupe 3, c'est un groupe qui traite de la façon dont les émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du changement climatique, ça j'en parle même pas, qui sont comment on peut mesurer, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les solutions, quelles sont les pistes qui permettent de réduire les émissions. Donc ça, c'est l'objet d'un groupe de travail entier au niveau du GIEC. Et donc, le GIEC produit des rapports selon cette structure de 3 groupes de travail. Et il existe parfois des rapports spéciaux sur des sujets spécifiques pour lesquels des gouvernements demandent au GIEC de fournir une évaluation, un rapport de synthèse spécifique sur un sujet. Et effectivement, les derniers rapports spéciaux, il y avait un rapport spécial sur les extrêmes qui est sorti en 2011, un rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré qui est sorti en octobre 2018, un rapport spécial sur les terres qui est sorti l'été dernier, et un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère qui est sorti au mois de septembre. C'est à celui-là que j'ai eu l'honneur de participer. Voilà. Avant de passer à la diapo suivante, qui parmi vous, je ne vais pas prendre les noms, mais qui parmi vous a lu le résumé pour décideurs de un de ces rapports? Ok, donc en fait on est quand même, je dirais la moitié comme ça à vue d'œil. Donc en termes de communication scientifique sur le climat, le résumé pour décideurs des rapports du GIEC, pour moi c'est un peu quelque part au niveau international, c'est la pierre angulaire de ce que la communauté scientifique essaie de produire pour répondre à ces enjeux. Et c'est satisfaisant de voir que, même s'il y a beaucoup de scientifiques dans la salle ici, malgré tout, c'est quand même des choses qui sont lues. Parce que des fois, on se demande. Donc, quelque chose qui est très important aussi quand on parle du GIEC et de communication scientifique sur le changement climatique, c'est que le processus d'élaboration du rapport lui-même, c'est une co-construction
entre les scientifiques, quelque part c'est la maîtrise d'œuvre des rapports, et les gouvernements qui en assurent la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que quelque part les gouvernements commandent des rapports aux scientifiques, et le contenu du rapport, en tout cas la structure, les objectifs, les questions qui sont posées, elles sont coélaborées entre les chercheurs entre les scientifiques et les gouvernements. Et il y a un processus très long, très itératif, avec de nombreuses phases de relecture, de nombreuses phases de points de contact entre la communauté scientifique, les représentants gouvernementaux et les scientifiques qui rédigent ces rapports, dès la préparation des sujets traités, la structure des chapitres, le type de contenu, les revues intermédiaires, etc. C'est un processus qui est finalement, au bout de 2, 3, voire 4 ou 5 ans pour les rapports les plus gros, aboutit à un produit final. Donc quelque part, on pourrait dire que le GIEC, c'est une approche transdisciplinaire pour ceux qui s'intéressent à ce type de questions, c'est-à-dire que, quelque part, le GIEC co-construit, c'est un mot à la mode, c'est clair depuis 30 ans, co-construit la façon dont on répond aux questions liées au changement climatique, alors à un niveau international, c'est-à-dire que la co-construction, elle ne se fait pas avec les collectivités locales, elle ne se fait pas avec les acteurs de la société au niveau local, mais elle se fait au niveau des gouvernements, au niveau des États qui sont membres du GIEC. Et donc, dans un rapport du GIEC, on retrouve des chapitres scientifiques qui sont destinés à un public technique, j'appelle pas ça un public scientifique, un public spécialiste, c'est des rapports, chaque phrase est pesée pour qu'on essaie qu'elle soit compréhensible par des gens qui ne soient pas forcément spécialistes, ça fait à peu près 100 pages chaque chapitre, donc c'est un peu long à lire, j'en conviens. Il y a des résumés exécutifs par chapitre, donc là c'est 2 ou 3 pages qui reprennent les points clés de ces différents chapitres. Il y a des FAQ, il y a des glossaires sur lesquels on passe beaucoup de temps aussi, et il y a un résumé pour décideurs qui fait 30, 40, 50 pages suivant les rapports, qui synthétise la substantifique moelle de la substantifique moelle des éléments scientifiques qui sont synthétisés dans ce rapport. Et c'est ce résumé pour décideurs qui est le point final de la co-construction, c'est-à-dire qu'on valide phrase par phrase, mot par mot, la façon dont les résultats scientifiques ont été synthétisés, et pour s'assurer qu'ils soient à la fois, malgré le côté extrêmement raccourci, conforme à l'état de l'art, mais aussi compréhensible par les décideurs, c'est-à-dire les gouvernements qui mandatent le GIEC. Pour ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important de savoir pour ceux qui n'ont pas forcément jusqu'à présent pris le temps de lire ce type de rapport, c'est qu'on utilise un langage qu'on appelle calibré, c'est-à-dire qu'il y a une norme pour dire, pour chaque élément scientifique, pour chaque fait qui est annoncé, en fait on parle à l'indicatif dans le GIEC, ou parfois au futur, mais on essaie d'éviter le conditionnel, on parle à l'indicatif, mais à chaque fois on met en face un niveau de confiance. Donc on va donner un fait à l'indicatif, mais on dira, mais ce fait-là, en fait, on n'est pas très sûr. Et on n'est pas très sûr parce que soit les méthodes ne sont pas très robustes, soit parce que la littérature scientifique, les chercheurs, ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que pourrait dire un conditionnel, par exemple. Mais bon, ça peut arriver qu'il y ait du conditionnel dans les rapports, mais on essaie d'éviter au maximum. On utilise aussi un langage de probabilité. Vous avez déjà vu les fameux probables, très probables, quasiment certains, etc. À chaque fois, il y a des probabilités, 2 tiers, 90%, etc., qui vont avec pour essayer d'être le plus clair possible. Et on porte une attention particulière aux figures des chapitres, et en particulier les figures de résumé pour décideurs, parce que les figures sont aussi approuvées, courbe par courbe, titre par titre, dans le processus final en plénière avec les représentants des différents pays. Donc ça, c'est un exemple de la figure 1 du rapport pour décideurs, du rapport Océan-Cryosphère qui est sorti au mois de septembre. Et donc l'idée, c'est en une figure de capturer l'ensemble des changements physiques, océan, cryosphère, donc à la fois glacier, banquise, manteau neigeux, etc., permafrost, au niveau international. Donc on voit que c'est une figure qui est très dense, et effectivement, pour prendre le temps de la lire, ça peut prendre plusieurs heures à quelqu'un qui veut vraiment tout comprendre, mais l'idée c'est que, comme le nombre de figures est assez limité, au moins l'information est là, et puis évidemment, dans chaque chapitre, on va trouver plus d'infos. Une autre figure, qui est la figure 2 de ce rapport-là, c'est une figure qui donne tous les impacts, à la fois sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes, des changements sur l'océan en haut et sur l'évolution de la cryosphère en haute montagne et dans les régions polaires, pour différentes régions du monde. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes régions pour l'océan et pour la cryosphère, mais pour différentes régions du monde, et selon différents secteurs, soit des changements physiques, soit des secteurs de type écosystème, soit des secteurs de type système humain. Et donc, il y a des couleurs qui représentent si les changements sont positifs, négatifs, ou les impacts positifs, négatifs, etc., avec des points qui représentent le niveau de confiance. Donc là, on voit en termes le nombre d'heures qui a été utilisé pour arriver à cette figure, on ne l'a pas calculé, sinon on aurait vraiment très peur. Mais l'idée, c'est de synthétiser en une seule figure quelque chose qui représente l'état de l'art. Et quand il y a du blanc, ça veut dire qu'on ne sait pas, ou que c'est hors sujet. Souvent, ça veut dire qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est ce qu'on fait en termes de communication scientifique au niveau du GIEC, et ça, les gouvernements
approuvent la façon dont on fournit cette information. Quand je dis les gouvernements, en fait, c'est surtout le personnel ministériel, en France, le ministère de l'écologie, le ministère de la recherche, etc. Ça, c'est des choses qu'ils considèrent pouvoir digérer et traduire en éléments de langage pour les ministres ou pour traduire, etc. Bon, cette figure-là, malgré tout, moi je la trouve compacte, efficace, élégante, j'ai travaillé. Est-ce qu'elle est illisible? C'est probable. Quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour y passer, pour la regarder. Mais quand même, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Alors, pour finir sur le GIEC, il y a un guide qui est en ligne. Là, j'ai mis le lien, donc si vous récupérez la présentation, vous pourrez cliquer dessus. Le GIEC a produit en 2018 un guide avec des principes pour la communication au sujet du changement climatique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà parcouru. Je vous encourage à le faire, parce que ça s'adresse à la base pour les auteurs du GIEC, mais c'est évidemment à disposition de n'importe qui travaille dans ce sujet. Et il y a un certain nombre de principes, un certain nombre d'éléments qui sont proposés. Le fait que, le premier, c'est qu'il faut être un communicant confiant. Dans le sens où l'idée, c'est que dès lors qu'on connaît les limites de nos connaissances, dès lors qu'on les reconnaît, dès lors qu'on en tient compte quand on parle, de façon authentique, c'est écrit là, au niveau du GIEC, et ça résulte d'une expérience assez grande, en général, les chercheurs ne sont pas mis en défaut a priori, même s'il y a un tiers de la population qui considère que les chercheurs sont alarmistes, en tout cas c'est comme ça que je comprends les statistiques combinatoires. A priori, il y a plutôt une confiance qui est donnée aux chercheurs et à la sphère scientifique, et cette confiance, elle est encore plus marquante quand l'expression est authentique et fait, comment dire, et conforme en fait à la perception. En gros, si je vous raconte quelque chose auquel je crois et qui s'appuie sur mes connaissances, vous avez plus de chances de me croire que si ça se voit, que en fait je vous raconte des trucs où je suis pas bien sûr et en plus peut-être j'exagère un peu. Voilà. Mais ça paraît bête, c'est très important. Le point 2, c'est donc parler du monde réel et pas des idées abstraites. Alors ça c'est très important, je pense qu'on va parler toute la journée. Se connecter avec ce qui compte pour le public, pour l'auditoire. Évidemment, ça fait sens. Quand on parle de choses, il faut parler de choses qui parlent pour les gens avec qui on parle, à qui on s'adresse. Si ça leur paraît à la fois abstrait ou que ça les touche absolument pas dans leur vie quotidienne, par exemple, si à Grenoble on dit je vais parler de changement climatique et aujourd'hui je vous parlais que d'élévation du niveau des mers, probablement que ça va intéresser une partie du public, mais il y a une autre partie qui dira mais en fait ça change pas pour moi. Même si je pars en vacances parfois sur la côte, ça suffit peut-être pas à être le point qui intéresse le plus. Raconter une histoire humaine, enfin en tout cas quelque chose qui raconte un peu une histoire, y compris sur le processus d'élaboration, c'est quelque chose que je fais souvent et qui me semble être pertinent pour comprendre comment on travaille et puis aussi d'ancrer les choses dans un réel. Là, le point 5 qui ressemble un peu au point, c'est-à-dire ne parler que de ce qu'on... ne s'exprimer qu'au sujet de choses sur lesquelles on a des connaissances. Si on commence à raconter des trucs sur lesquels on est un peu limite, forcément ça va finir par se voir. Et en fait, ça fait plus de tort que de bien, à la fois personnellement et puis pour la communication au sens large. Et puis utiliser les communications visuelles la plus efficace possible, dans la limite du possible évidemment, puisque, évidemment, comme j'ai montré précédemment, si on veut à la fois n'avoir que 3 ou 4 figures dans un révolution des pro-décideurs, à un moment il faut accepter qu'il y ait des informations assez compactes. Et après ça dépend évidemment, encore une fois, de l'auditoire à qui on s'adresse. Alors, quelque chose qui est très important sur la communication au sujet du changement climatique, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est les incertitudes, parce que c'est une science qui est complexe, il y a des choses qui sont parfois difficiles à comprendre et à traduire, et puis quelque chose, je pense que s'il y a une chose sur les incertitudes, c'est qu'il y a 3 types d'incertitudes en gros qui touchent à l'évolution, à la connaissance et à l'évolution future du climat. Une incertitude scientifique, physique, liée à la façon dont on construit les modèles et qui représente aussi notre connaissance imparfaite, mais qui sera toujours imparfaite, du détail des mécanismes physiques et la façon dont on les implémente dans les modèles. Une incertitude intrinsèque au système climatique qui est liée à sa variabilité naturelle, le caractère chaotique du climat. Et puis une incertitude qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre à partir d'aujourd'hui jusque pour les prochaines décennies, qui est qui évidemment conditionne l'évolution future, surtout pour la deuxième moitié du XXIe siècle, des trajectoires climatiques. Et donc c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui sont un peu rigides sur les termes parfois. Je préfère parler de projection quand on parle de changement climatique futur, parce que si on parlait de prévision, ça voudrait dire qu'en fait on peut faire une prévision dès lors qu'on connaît quelle est la trajectoire socio-économique ou les trajectoires d'émission. Mais nous, en tant que chercheurs, physiciens plutôt sur la partie climat et impact, si on me demande de prévoir l'évolution future du climat, je vais commencer par dire, ok, très bien, mais alors selon quel scénario d'émission? Si on ne dit pas d'abord quel scénario d'émission, je veux dire la fourchette elle est extrêmement vaste. Donc c'est pour ça que je préfère parler de projection, je ne suis pas le seul à le faire, parce qu'on projette
au regard de différents scénarios. J'imagine pour ça, je pense que là-dessus, c'est un sujet que vous connaissez déjà en grande partie. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents scénarios, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à communiquer sur ce que veut dire ces scénarios. Il n'y a encore pas très longtemps, on en reparlera peut-être aujourd'hui, en fait, les fameux RCP, je ne sais pas dans la salle, qui sait ce que c'est qu'un RCP? Dans le haut, là, tous les chercheurs, oui. Voilà. Quand on rentre dans le détail, en fait, assez vite, on peut être un peu à côté de la plaque sur ce que ça veut dire un RCP. Et en fait, les chiffres utilisés, etc., bon, on peut parfois croire que ça représente des degrés de réchauffement, par exemple, alors que pas du tout. Voilà. C'est une science qui est compliquée aussi, et la communication est compliquée parce que on veut aussi s'assurer pour rester conforme et rester proche d'une éthique scientifique élevée, on ne veut pas simplifier à outrance au risque d'être finalement plus juste. Voilà, et donc ça c'est juste une représentation synthétique de ces différentes sources d'incertitude pour le futur. Je ne vais pas en parler trop longtemps, il y a des travaux qui ont été faits il y a longtemps, et puis ici à Grenoble on a des collègues qui travaillent spécifiquement là-dessus, justement pour mesurer, quantifier quelle est la part prise par ces différentes sources d'incertitude pour les projections climatiques. Et ces parts ne sont pas les mêmes suivant ce à quoi on s'intéresse. C'est pas la même chose pour la température, pour les précipitations, pour la neige, etc. Il y a différentes choses, il y a différentes sources d'incertitude qui ne jouent pas la même chose non plus en fonction de l'échéance temporelle. Alors, si on reste un peu sur cette question des incertitudes, qui me fait beaucoup à cœur, et je pense qu'elle est clé dans cette question de communication sur le changement climatique, ici vous avez une figure que vous avez déjà vue un certain nombre de dizaines de fois sur les projections de la température planétaire à l'échéance de la fin du XXIe siècle, donc ça c'est tiré du 5e rapport du GIEC. Et donc vous voyez le choix qui a été fait pour représenter l'incertitude autour de la température moyenne projetée par les modèles pour les différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre, les RCP. On voit finalement une valeur médiane et puis une fourchette. Et ça, en fait, si on montre ça à quelqu'un qui ne sait pas comment c'est produit et d'où ça vient, il risque de croire, peut-être, que en fait, le réchauffement, ça veut dire que chaque année, il fera un petit peu plus chaud, sur ligne droite, et par contre, on n'est pas bien sûr de la pente. Mais que par contre, la courbe du milieu, soit c'est la plus probable, soit c'est finalement celle qui est dans le milieu de la fourchette, mais que l'évolution, année après année, elle va être très lisse comme ça. Et alors ça, évidemment, c'est pas vrai. D'une année à l'autre, il y a une variabilité naturelle. Si on regarde même à l'échelle planétaire l'évolution de la température par le passé, cette évolution, elle a montré des hauts et des bas, et ça va continuer d'être le cas pour les prochaines décennies. Il ne faut pas croire que chaque année, il va faire un petit peu plus chaud. En moyenne sur 30 ans, oui, mais chaque année, non. Et ça, c'est très difficile, parce que cette figure qu'on a vue des milliards de fois, en fait, elle traduit une volonté de simplification dans une certaine mesure d'un message pour insister sur le fait que finalement, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation de gaz à effet de serre, ils jouent surtout pour la deuxième moitié du XXIe siècle avec une ampleur assez grande sur les fourchettes vendues en fin du XXIe siècle. Et donc c'est ça le message que cette figure veut montrer. Mais ce faisant, elle risque de passer le message que l'évolution de la température, ça va être une ligne droite ou quelque chose de très continu derrière l'autre. Et donc là, on voit le danger de ce type de simplification parce qu'on risque de ne pas trop comprendre d'où ça vient. Alors pour creuser un peu sur cette question-là, je vous montre des figures qui ont été produites sur des projections climatiques de l'enneigement, ici c'est dans les Alpes du Sud, où cette fois-ci on représente les chronologies d'épaisseur de neige pendant l'hiver à une certaine altitude dans les Alpes du Sud, à 1500 mètres, et chaque courbe ça représente la sortie d'un modèle de climat pour le XXIe siècle. Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est que les différents modèles de climat, je ne rentre pas dans le détail, mais chacun de ces modèles, il nous propose une chronologie de l'évolution de l'enneigement. Là, c'est le cas du RCP 2.5, celui de la neutralité carbone en 2050, où on voit ces évolutions, et on voit bien que c'est pas... Les modèles de climat ne projettent pas du tout, année après année, une ligne droite, ou en tout cas quelque chose qui monte ou qui descend. Il y a beaucoup de variabilité, c'est particulièrement vrai pour la neige, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres variables. Ici, il y a ce qui se passe quand on met tous les modèles de climat, cette fois-ci en projection année après année, en RCP 4.5, donc le scénario où on commence à décroître les émissions à partir de la moitié du XXIe siècle, et puis le RCP 8.5 qui est un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle. Et on voit que même dans ce scénario-là, qui est le scénario du pire en quelque sorte, on a des fortes variations d'une année à l'autre, et encore une fois, l'enneigement, ok, il va baisser dans cette simulation-là, mais il ne baisse pas chaque année un peu. C'est vraiment cette variabilité-là. Et la grande question, c'est qu'évidemment, si ensuite on les met tous, voilà ce à quoi on arrive, ça c'est incommunicable, on ne peut pas montrer ça. On est d'accord. Mais alors, la question, c'est comment est-ce qu'on synthétise cette information d'une façon qui reste relativement légitime, fiable et crédible, sans simplifier le discours à outrance. Alors voilà, je vais vous donner quelques exemples de ces choses qu'on a faites. Donc ici, par exemple, c'est les mêmes données, c'est exactement les mêmes données, mais présentées de façon un peu différente.
Cette fois-ci, on a représenté les 3 RCP avec les couleurs qui sont les mêmes que dans les rapports du GIEC. Donc vous reconnaîtrez le rouge, le bleu clair et le bleu foncé. Et cette fois-ci, on a fait des moyennes glissantes sur 15 ans. Donc ça, c'est l'évolution de l'enneigement au même endroit, hein. Des moyennes glissantes sur 15 ans. Et donc là, on voit qu'il y a un signal clair. Hein. On voit que quand les projections sont rouges, on voit bien que c'est des projections qui vont plus bas, avec une tendance qui est très forte, etc. Mais finalement, cette figure-là, c'est un peu l'analogue pour l'enneigement de la figure que j'ai montrée avant. C'est-à-dire c'est une figure où on a lissé la variabilité parce qu'on a fait des moyennes glissantes sur 15 ans, multimodèles. Et donc, finalement, la variabilité qu'on voit là, l'incertitude qui est là, ce n'est plus que la différence qu'on a d'un modèle à l'autre, parce qu'ils ont des physiques un peu différentes et parce qu'il y a une composante chaotique sur plusieurs décennies. Mais finalement, si on s'intéresse à l'enneigement, et il y a pas mal de gens qui s'intéressent à l'enneigement pour différentes raisons, est-ce que finalement ce qui compte vraiment c'est la moyenne de l'enneigement sur 30 ans? Si je vous demande, alors col de Porte qu'on connaît bien ou ailleurs, qu'est-ce que c'est quoi l'épaisseur de neige moyenne sur 30 ans pendant l'hiver? En fait, la plupart d'entre vous n'auront pas la moindre idée. Et en fait, ça change quoi pour vous que l'épaisseur moyenne de neige au col de Porte, elle passe de 1 mètre à 80 cm pendant l'hiver? En fait, fondamentalement, ça n'a strictement quasiment aucun intérêt. Il n'y a aucun système économique, aucun écosystème qui est sensible à la moyenne sur 30 ans de l'enneigement, par exemple. Pourtant, quand on communique beaucoup là-dessus. On parle de changement sur des niveaux moyens, sur des périodes de 20 à 30 ans, parce que l'avantage de faire ça, c'est qu'on gomme la variabilité d'une année à l'autre. Donc au lieu de montrer un fouillis comme ça, on montre quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus visible. C'est très clair pour montrer le changement. Mais alors en termes d'application, en termes de conséquences pratiques, en termes de parler, encore une fois, à ce qui touche les gens, on est quand même assez loin du compte. Alors, une alternative sur laquelle on a pas mal travaillé, c'est de dire finalement, on va travailler sur les valeurs annuelles qui sont prises, c'est-à-dire que ce qui intéresse finalement les gens en matière d'enneigement, c'est surtout l'hiver en cours, et peut-être l'hiver dernier, peut-être l'hiver prochain. Et donc, on regarde à quoi on peut s'attendre en termes d'enneigement pour un hiver donné. Et donc, quand on fait ça, on raisonne avec ce qu'on appelle des quantiles, c'est-à-dire qu'on va calculer, alors c'est encore des fenêtres glissantes de 15 ans, mais cette fois-ci, on prend toutes les valeurs annuelles, on ne fait pas une moyenne, on ne lisse pas la variabilité, mais on regarde toute la gamme des valeurs qu'on peut avoir sur une période de 15 ans. Et quand on fait ça, on sait dire, par exemple, ici, l'enneigement à cet endroit-là, on voit bien que la courbe en gras, c'est la médiane, et donc ça, c'est la valeur qu'on a une chance sur 2 de dépasser chaque année. Et ça commence à parler un peu plus. Si je vous dis quelle est la valeur qu'on a une chance sur 2 de dépasser au col de Porte, mettons, pendant l'hiver, que je vous dis cette valeur-là, elle est de l'ordre de 60 cm par exemple, peut-être que vous commencerez à vous projeter un tout petit peu plus dans ce que ça veut dire si vous voulez aller skier, si vous voulez aller faire du ski rando, si vous voulez aller faire du ski de fond, de la luge avec vos enfants, etc. Et alors que si je vous dis la moyenne sur 30 ans, évidemment, je pense que ça vous parlera beaucoup moins, ils auront le temps d'être partis de la maison avant que vous puissiez commencer à traiter cette information-là. Donc c'est un signal un peu plus bruité, j'en conviens, surtout quand on superpose les 3 courbes, hein, si on les montre une par une, c'est beaucoup plus clair. Mais je ne vais pas non plus passer toute la journée à vous parler. Mais quelque part, c'est quand même un peu plus intuitif. Et l'idée, c'est que ça me paraît être une des orientations qui est prise de plus en plus, et scientifiquement, je pense qu'on va y réfléchir, de traduire finalement dans des termes qui sont compréhensibles, y compris pour les impacts physiques, des choses. Alors maintenant, c'est des mots qu'on voit beaucoup, impact-based, user-centered, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le pas de plus vers la définition d'un indicateur qui fasse sens pour un utilisateur donné, et donc sur la base de la même simulation climatique, de la même information, comment est-ce qu'on la digère de façon différente pour parler à différents publics, parce que le même enneigement, la même variété d'enneigement n'aura pas du tout les mêmes conséquences pour un forestier de Chartreuse que pour un gestionnaire de ressources en eau, que pour une station de ski, etc. J'en passe des meilleurs. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup à faire. Alors, il y a un papier qui est sorti cette année, là, qui est très intéressant. Il est très court aussi. Alors, ça ne vous prendra pas très longtemps. Et, non, je n'ai pas traduit, mais je devrais. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on explique à une... Vous connaissez tous l'analogie de la grenouille dans la casserole. Donc, l'analogie, c'est au cas où certains d'entre vous ne la connaissent pas, je leur dis. Si on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et on chauffe petit à petit sous la casserole, en fait, la grenouille, elle va s'accommoder petit à petit de l'augmentation de température. Et puis au moment où il fera trop chaud pour qu'elle puisse plus vivre, en fait, elle sera trop fatiguée, elle sera trop épuisée, et en fait, elle va mourir bouillantée. Alors que si vous la plongez directement dans cette température, dans une eau bouillante, en fait, elle va donner un grand coup de pied, puis elle va sauter de la casserole. Et donc ça fait partie des questions en fait, qu'il faut qu'on se pose en matière de communication sur le changement climatique, c'est comment on se met en quête de fournir une information qui permet d'anticiper à quel moment il faut sortir de la casserole. Parce que si on attend le dernier moment, c'est trop tard. Mais par contre, si on peut anticiper à partir de quel moment en fait, il vaudrait mieux sortir que d'y rester, parce que le risque est trop grand, à ce moment-là, il vaut mieux sauter de la casserole.
Et pour ça, en fait, la proposition qui est faite par ce collègue, et j'y souscris complètement, c'est de fournir des projections climatiques sur le changement climatique, et en matière de risque. Alors là, c'est le risque. Oui, en fait, c'est le vrai risque, dont je parlais tout à l'heure, Léa vient d'indiquer avec cette exposition, et en montrant une évolution de probabilité au cours du temps. C'est-à-dire, si vous dites à la grenouille, bon, ben là, vous allez prendre encore 1 degré pour les prochaines minutes, finalement, je dis oui, très bien. Mais si vous dites, attention, il y a 20% de chance que d'ici 5 minutes, la température soit plus viable, la grenouille elle choisit. Est-ce que je prends la chance que peut-être je vais mourir ou je reste encore confortablement pendant encore quelques minutes parce que j'ai 80% de chance quand même de m'en sortir. Et là, on voit que chacun gère son risque et chacun arrive à se dire, là, je saute pas de la casserole. Mais ça, on peut le faire uniquement si on a un critère qui nous dit à partir de telle valeur, je suis mal, et si on peut anticiper les probabilités de dépasser le seuil que je fixe. Alors voilà, c'est des figures qui sont tirées de ce papier-là. Donc on voit à gauche la même projection que j'ai montrée tout à l'heure, les tendances de température. Voilà l'évolution de la température au cours du 21e siècle de l'échelle planétaire, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure. Et là, c'est la moyenne d'ensemble par scénario. Donc ça, finalement, c'est le changement moyen. Je ne sais pas trop ce qu'il en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Statistiquement, on sait, mais on sait très bien que dans la vraie vie, il y aura des fortes variations d'une année à l'autre. La courbe de droite, c'est les mêmes données, sauf qu'on a pris les données individuelles de tous les modèles et on a calculé au cours du temps, pour une année donnée, la probabilité de dépasser 4 degrés. On se dit, par exemple, il y a peut-être un seuil physiologique au niveau de la planète, c'est un exemple, qui dit que si on dépasse 4 degrés de moyenne de température planétaire sur Terre pendant une année donnée, on est vraiment mal, imaginons. À partir de... Quelles sont les probabilités, donc de 0 à 100, ici, pardon. Quelles sont les probabilités de 0 à 100 d'être, finalement, de dépasser ce seuil? Ben là, on voit qu'effectivement, dans le cas des fortes émissions de gaz à effet de serre, à partir de 2060, à peu près, les probabilités elles commencent à ne pas être si négligeables que ça. Donc quand on dit on se préoccupe de la fin du 21e siècle, etc., c'est une façon de le voir. Si on se dit attention, les chances de dépasser 4 degrés, c'est quoi? Alors sur la base de ces modèles, évidemment, je simplifie un petit peu parce que je n'ai pas le temps de dire qu'il y a des sensibilités climatiques différentes, etc. On n'a pas toute la journée non plus. Voilà. Mais par contre, on sait qu'il y a un moment où la probabilité devient non nulle. Et donc, en matière de gestion de risque, quand on peut commencer à se dire, alors attention, quel est l'effort à consentir pour réduire les émissions, pour être plutôt sur la courbe bleue, là, où dépasser 4 degrés, il n'y a quasiment aucune chance, au cours du 21e siècle, voire après. Ou alors, là, il commence à y avoir 5% de chance que ça dépasse, et 5% de chance, on sait dire, cet événement-là, il a tel impact sur les écosystèmes, sur les sociétés, sur le niveau des mers, etc. C'est une façon de raisonner qui commence à parler peut-être un petit peu plus aux décideurs, et qui commence à nous parler, nous, personnellement, un petit peu plus. Alors un exemple de ce type de choses, quand on a fait ce boulot, ces papiers sont sortis quasiment en même temps. Ça c'est un boulot qu'on a fait ici avec Imre, les collègues du DSM, etc. et l'ETNA sur l'avancement de la résidentielle des Alpes. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ce papier qui est sorti au mois de mai, en fait c'est un peu la même chose en fait. La courbe du haut, c'est l'évolution de l'enneigement, l'évolution d'un indicateur d'enneigement des stations de ski des Alpes. Voilà, ce qui tient compte de leur géométrie, etc., au cours du XXIe siècle, avec des tendances par scénario avec des moyennes glissantes. Donc encore une fois, le même type de figure, très lissé, où on lisse la variabilité et on n'a qu'une tendance de fond. Donc on voit bien, dans ce cas-là, on tient par compte de l'agriculture, on voit bien dans ce cas-là que le RCP 8.5, la courbe rouge, elle décroît plus que les autres, etc. Mais si on s'en tient uniquement à la figure du haut, en fait, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait, du moment où on commence à peut-être atteindre un certain seuil, où en fait, ça nous dit juste que la situation va se dégrader, mais pas beaucoup plus en fait. À moins que vous soyez expert et capable de dire l'indice, s'il vaut 60, je sais la conséquence, s'il vaut 65, 70, bah, c'est un peu délicat. Si par contre, maintenant, on arrive à utiliser les mêmes données, mais année après année, pour calculer la probabilité d'arriver à un seuil critique, estimé sur la base de connaissances qu'on a par ailleurs sur le climat passé par exemple, et sur les niveaux qui sont critiques pour le fonctionnement des stations de ski, là on voit que de nos jours, on est autour de 20%, de chance de dépasser vers le bas, si on parle de mauvaises conditions de neige, de dépasser vers le bas, à peu près 20% de chance de dépasser vers le bas ces conditions défavorables. Donc en gros, les conditions qu'on a aujourd'hui une année sur 5, les mauvaises données une année sur 5, et on voit que dans ces scénarios-là, pour le 21e siècle, là on arrive à 40, 50, 60, 70, 80%. Donc là, on est en train de dire, une année sur deux, on a des chances d'avoir un enneigement du même type que les mauvaises années du début du 21e siècle. Là, je pense que ça vous paraît peut-être évident, mais en tout cas, présenter les choses comme ça, ça parle infiniment plus aux acteurs avec qui on a l'occasion de travailler, et que ce soit à la fois les stations elles-mêmes, les aménageurs, les collectivités, les journalistes,
vous tous même j'imagine si vous avez suivi ce que je raconte, on comprend beaucoup mieux quand on dit une année sur deux on aura des conditions comparables aux mauvaises années du début du XXIe siècle, que si on dit la situation va se dégrader de quelques pourcents sur l'indice de fiabilité. Voilà. Bon, c'est juste pour donner un exemple, mais quelque part, je trouve on est un peu sur la même ligne que l'histoire de la grenouille, à qui on peut donner une anticipation sur les probabilités de réaliser un risque dans le futur. Alors pour conclure, l'idée, c'est sur la base de l'expérience qu'on a connue ici collectivement dans le cadre de différents projets et de mon expérience personnelle au GIEC, évidemment que si on ancre l'analyse de l'évolution climatique passée future au plus près de l'expérience personnelle des personnes ou au plus près de la sensibilité climatique de secteurs ou de différentes géographies, donc en se rappelant de traiter que de l'aléa, mais aussi de l'exposition de la vulnérabilité, pour donner des choses qui ont du sens par rapport à ces acteurs-là, parce que c'est facile de dire que la température monte de 3 degrés, etc. Si on ne sait pas ce que ça veut dire en termes de conséquences, finalement, on peut faire des titres en disant oui, 5, 6, 7 degrés, c'est un peu la course à l'échalote, mais en fait, si on ne précise pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à la fin, je pense que ça peut générer à la fois de l'anxiété, et il y en a déjà, et puis ça peut donner ce sentiment un peu alarmiste aussi. Ça ne veut pas dire que les résultats sont remis en cause. Mais si on insiste uniquement sur l'augmentation de température, ça fait des gros titres, 5, 6, 7 degrés, fin de siècle. Mais en fait, je pense que ça stresse les gens un peu pour rien, parce qu'on n'est pas capable de leur dire à quoi ça correspond. Alors un truc qui est important, que je me répète tous les jours, toujours se rappeler de ce qu'est le climat et de ses incertitudes et des modes de variabilité. Quand on m'interroge sur l'évolution d'un neigement, je dis toujours, avant tout, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Il ne faut pas s'imaginer que chaque année, il y aura un peu moins de neige. Là, ce genre de discours, moi je me suis forgé cette conviction que c'était indispensable. Sinon, on donne l'impression de simplifier à outrance et presque de se faire des prophètes de mauvais augure en passant sous silence des choses que tout le monde sait dans la communauté scientifique, mais que parfois on ne juge pas utile de rappeler. Et quelque part, raisonner sous forme de probabilité, je trouve que ça permet de faire un lien mental entre la météo à court terme et le climat à long terme, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire quand on parle de probabilité de dépasser un certain seuil, par exemple quand la canicule de l'été dernier, il a pu être démontré qu'elle avait 60 à 100 fois plus de chances de se produire sous l'effet du changement climatique que s'il n'y avait pas de changement climatique, là on peut relier un événement qui a été constaté, on peut absolument pas dire que cet événement-là lui-même est dû au changement climatique, attention, mais par contre on peut mesurer à quel point il est rendu plus favorable par le changement climatique. Et si on fait ça de façon rigoureuse, je pense que c'est relativement parlant. Non. Alors, je vais passer très vite, j'ai encore 2-3 diapos, mais c'était juste pour un dernier exemple de communication que je fais assez souvent quand j'interviens auprès de n'importe quel type de public, des classes, des acteurs, des collectivités, etc. C'est de repartir du temps qui fait ici depuis quelques jours. Donc là, c'est l'évolution de la température à Grenoble depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, avec une variabilité, donc ça c'est la météo, je passe vite parce que vous le savez. La météo, si on regarde sur un an, c'est toujours de la météo, mais on voit quand même qu'il y a des variabilités. On retrouve dans la météo un certain nombre d'événements majeurs, la canicule de l'été dernier. La canicule de février dernier, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'en était une. Celle qui est en train de se passer à Grenoble, c'est moins pire qu'ailleurs, mais c'est quand même des valeurs qui sont particulièrement hors du commun. Le retour sur 20 ans de température mensuelle, tant qu'on est à ces échelles-là, en fait, on ne voit pas vraiment de tendance qui se dégage. Si on fait des moyennes annuelles, paf, on commence à voir des choses qui bougent, même si sur 20 ans, on est encore fortement influencé par la variabilité. Et là maintenant, si on fait un zoom arrière sur la France depuis 1950, on voit toute la tendance se dérouler. Et puis, si je vais encore un cran plus loin, ici c'est la même chose, mais pour tous les pays du monde. Et puis, on arrive à la température moyenne à l'échelle de la planète. Je l'ai fait très vite parce que je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus de détails, mais c'est juste pour dire qu'une façon d'ancrer dans le quotidien des gens quand on parle de changement climatique, c'est de repartir du temps qu'il fait chez eux, et la température c'est un bon exemple, et de remonter comme ça toutes les échelles de temps et d'espace jusqu'à la robustesse des signaux planétaires. Voilà. Dernière chose, parce que je pense que c'est un peu le sujet de la question, et on va en parler plein de fois, c'est absolument important, il faut qu'on projette dans l'imaginaire un futur désirable, parce que je pense que c'est quand même ça au bout, sinon on va tous sauter dans l'hiver. Mais par contre, il faut se donner les moyens de quantifier les moyens et les conditions pour le faire venir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, Samuel, oui, bien entendu tout ce que tu nous as dit, je pense qu'on a un certain nombre à partager ça. Moi, j'ai une interrogation par rapport à... Dans ce que tu as montré, tu as beaucoup de figures où on a le rouge et le bleu. Donc, le 8,5 et le 2,6. Beaucoup de scientifiques ont pris dans leur papier, ils utilisent assez systématiquement le 8,5. Et moi, j'aimerais avoir ton sentiment. Tu parles finalement assez peu de tout ce qu'il y a derrière les hypothèses et les trajectoires de scénario. Qu'est-ce qu'il y a entre le 2,6 et le 8,5 ?
Et comment on communique là-dessus? Parce que finalement, c'est ça qui est assez important. Il y a beaucoup d'agences internationales maintenant, notamment IVA, qui nous mettent en garde contre le fait d'être trop systématiquement à parler de 8.5, alors qu'on sait qu'on est plutôt sur un peu intermédiaire. Voilà. Je ne sais pas trop quelle est ta réflexion. Ah si, ça fait partie des... En fait, bon, j'ai été auteur d'un rapport du GIEC, donc ça c'est derrière moi. Par contre, je continue de suivre l'actualité sur ce sujet-là. Évidemment, il y a un gros débat pour ceux qui ne suivent pas le RCP, Volox, machin. RCP 8.5 sur tous les réseaux sociaux et dans la commune, il y a encore des choses qui sont sortis dans la commune. Effectivement, quand les scénarios, on pourrait passer la journée là-dessus, mais les scénarios RCP sont des scénarios de concentration. Et à la genèse des scénarios de concentration dans les années 2000, en tout cas pour les RCP, on a mis en place les scénarios d'émission qui vont en face. Et c'est vrai que le RCP 8.5, pour y arriver, il faut émettre des quantités de charbon qui sont phénoménales et qui dépassent peut-être les réserves mondiales, et en tout cas qui sont plus en phase, telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec les scénarios d'émission de charbon et avec les tendances et les projections sur l'émission de charbon. Donc en termes de scénario de concentration, en termes de scénario d'émission sur la RCP 8.5, c'est un peu technique, hein. Mais en termes de scénario d'émission, de plus en plus de gens sont convaincus que ce scénario-là, il n'est pas très plausible. Mais il n'a jamais été construit pour être un scénario plausible. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Et on a sûrement sur certains d'entre nous pêché à ce sujet-là. C'est pas un scénario business as usual. Ça n'a jamais été conçu comme ça. Même si c'est tentant, et on nous pousse parfois à aller sur cette voie, c'est tentant de dire, ah mais ça c'est ça ce qui se passe si on fait rien. Non, ça c'est le haut de l'enveloppe si on fait rien. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas dit que c'était un j'ai dit c'est un scénario de fortes émissions. Voilà. Alors, donc on sait que les émissions qui correspondent à ce scénario-là sont probablement peu plausibles. On sait aussi, toutefois, que dans les modèles de climat, il y a des rétroactions qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui autant qu'on voudrait, notamment sur le permafrost, notamment sur certains cycles et sur l'océan. Et donc, quelque part, la fourchette de concentration de gaz à effet de serre du RCP 8.5, on peut y arriver, même avec des scénarios de moins forte émission que les scénarios d'émission qui ont été construits avec le RCP 8.5, parce qu'il y a des amplifications du système climatique. Donc en fait, les conséquences du RCP 8.5, elles sont utiles dans un contexte d'analyse de risque, que j'ai montré en termes de probabilité. Les trajectoires sont pas implausibles, les trajectoires sont possibles. Les émissions pour y parvenir ne sont pas forcément les plus réalistes. Et donc effectivement, il y a un travail constant de mise à jour de ces différentes choses. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, c'était sur les diapos, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, comment on articule les RCP avec les SCP, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans cette technicité-là. Et alors, il y a deux façons, pour finir, tirer sur ta question, désolé, c'est un peu long la réponse. Mais soit on se dit, bah c'est très bien, ça veut dire qu'en fait le GIEC a servi à quelque chose depuis 1989, puisqu'il y a eu une inflexion sur la consommation de charbon, et donc du coup, ce scénario-là, en tout cas le scénario d'émission qui correspondait au scénario de concentration, en fait il est de moins en moins plausible parce qu'il y a une transition énergétique qui est en train de se faire. Et donc finalement, on est en train de courber la courbe d'émission en moins pour le charbon. Et donc quelque part, le scénario du pire, c'est comme ça que je l'ai présenté tout à l'heure, d'il y a 20 ans, il s'éloigne un peu du scénario du pire d'aujourd'hui, toujours comme ça. Après, ce où il faut se méfier, c'est pour les rétroactions, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas prises en compte dans les modèles et dont on se doute qu'elles peuvent avoir des conséquences graves si elles se mettent en route, comment se perd ma poste, c'est dit comme ça dans le rapport. Et la deuxième chose, c'est attention non plus, dans les nouveaux scénarios qui sortent, ils incluent les contributions nationales des pays qui sont annoncées déclaratives par les pays pour vis-à-vis de l'accord de Paris. On sait très bien qu'atteindre la neutralité carbone, même si c'est écrit dans les textes, même si on peut faire des projections, qu'est-ce qui se passe si tous les pays qui ont dit qu'ils atteignent la neutralité carbone en 2050 le font, on dit ben là on est à 3 degrés, donc on dit ouais super on a gagné. En fait non, pour y arriver, il faut quand même arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc il ne faut pas prendre ces scénarios comme ce qui a le plus de sens de ce non plus. C'est une conversation un peu compliquée, peut-être un peu technique, mais rappelez-vous en tout cas une seule chose, RCP 8.5 ça ne veut pas dire business as usual. Voilà. Vraiment une dernière question très courte et une réponse très courte aussi. Vous pouvez vous présenter Je m'appelle Mathilde, je suis animatrice environnement. Ma question est toute simple, est-ce que les documents de simplification et de vulgarisation sont accessibles en français?
Alors, je ne sais pas de comment vous parlez, mais il y a une masse de documents quand même qui sont produits, différents projets, Arcapine en produit aussi sur tout type de choses. Il y a tout un tas d'initiatives qui simplifient, qui vulgarisent pour différents secteurs, parce que si on, voilà, les résumés pour décideurs du GIEC sont normalement traduits dans toutes les langues de l'ONU. Donc les résumés pour décideurs sont traduits en français. Au moins pour les derniers rapports, jusqu'au 5e rapport, c'était fait. En fait, pour être honnête avec vous, les rapports 1.5, océan, cryosphère et terre continentale, la version française n'est pas encore disponible, et c'est un problème. Il y a une traduction citoyenne qui existe, qui est vraiment pas si mal. Donc je vous encourage à aller la voir si vous voulez la lire en français plutôt qu'en anglais. Elle est vraiment pas si mal, et en fait, pour tout vous dire, on a un conflit en fait, en tant qu'auteur aujourd'hui avec les traducteurs de l'OLM, parce qu'ils refusent de prendre en compte les corrections qu'on a apportées sur la traduction en français, par exemple. Parce qu'ils ont fait une traduction qui est techniquement pas mal, je veux dire, mais on a passé tellement de temps à choisir chaque mot en anglais pour qu'ils ne trahissent pas la connaissance scientifique, qu'on ne peut pas accepter en tant qu'auteur que la traduction française ne soit pas au même niveau de précision. Et donc, on a reçu les épreuves, on a reçu un premier brouillon ou une première version de la traduction en français du résumé pour décideurs du rapport au centre de faire. On y a passé tous les gens qui ont travaillé là-dessus, l'animation de la note, etc. En cumulé, on y a passé peut-être une centaine d'heures pour leur dire attendez, on l'a lu parler, ça ne va pas. La traduction, en fait, par exemple, parfois le mot en français, ouais, si on sait de quoi ça parle déjà en anglais, on comprend quoi. Mais par contre, dans le langage courant, vous ne direz jamais des choses comme ça. Et donc c'est techniquement correct, parfois, des fois c'est faux, et des fois c'est juste pas compréhensible. Donc si le but du jeu c'est que ces rapports ils soient compréhensibles, il faut que la version française aussi ait le même niveau de précision dans les termes et en utilisant des mots du langage courant. Voilà. Et donc, tôt ou tard, ils seront en ligne. À court terme, je vous encourage à aller voir les résumés des traductions citoyennes. Ils sont vraiment pas mal du tout. Et on attend un peu impatiemment de voir des vraies versions, enfin des versions françaises officielles, mais qui soient au niveau de ce qu'on attend. L'outil que vous avez présenté, il est accessible en français? L'outil que vous avez présenté tout à l'heure pour les cours? Ah, ce que je vais montrer à la fin là? Non, quoi? Au milieu du parcours, vous avez parlé d'un document de vulgarisation avec... Comment communiquer? Ah, le guide de communication du GIEC? Ah, ça, je crois qu'il existe en anglais. D'accord. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été traduit comme ça. Après, par contre, il y a la première chose quand même. Il existe une instance qui s'appelle l'Office for Climate Education, OCE, qui est une initiative française qui rassemble pas mal d'acteurs et qui a traduit, par exemple, qui a fait, alors pour l'instant en anglais, mais ils ont aussi travaillé sur des versions en français, un résumé pour enseignants, du rapport 1.5 en particulier. Ils font aussi des capsules vidéo sur les écrans pour etc. Donc il y a tout un travail aujourd'hui. Allez voir OCE, Office for Climate Education. C'est vraiment une initiative que je trouve assez remarquable, qui va un cran de plus que le résumé pour décideurs et qui va vers les enseignants de tout niveau et qui va aussi proposer des exercices ou qui propose un peu comment ça s'interface avec les programmes, comment ça s'intègre dans les CSP, tout ça. Bref. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se font aussi à ce niveau.